le japonais. Souvent, ça a l'air d'une vraie forteresse, n'est-ce pas? Presque imprenable. Et pourtant, il existe des clés pour y entrer. C'est justement ce qu'on va faire ici. On va décomposer toute cette complexité apparente en étapes logiques, beaucoup plus accessibles. Alors, voilà le plan. On va commencer par les fondations, les systèmes d'écriture. Ensuite, on s'attaque aux gros morceaux, les kanji, pour les décoder. Après ça, on verra comment tout ça s'assemble grâce à la grammaire. Et le but final, c'est de réussir à créer des dialogues qui sonnent vrais, qui sont naturels. Allez, on se lance. Première étape, et elle est taille, le système d'écriture. Parce que la grande particularité du japonais, ce n'est pas d'avoir un alphabet, mais bien 3 systèmes d'écriture différents. Et ils cohabitent tous ensemble. Non, ce n'est pas une blague. 3 systèmes. Ça veut dire qu'une seule et même phrase peut mélanger des caractères qui viennent de ces 3 sources. Pour se faire une idée, c'est un peu comme si, pour écrire en français, on utilisait à la fois notre alphabet, des chiffres et, disons, des hiéroglyphes, le tout dans la même phrase. Alors voyons un peu à quoi tout ça peut bien servir. En fait, il faut voir ça comme une équipe, où chacun a son poste. D'abord, on a les kanji. Eux, c'est les stars, les joueurs principaux. Ils représentent les idées, les noms, les verbes, bref, le cœur du message. Ensuite, il y a les hiragana. Pensez à eux comme le liant, la colle. Ils s'occupent de toute la partie grammaticale qui connecte les kanji entre eux. Et enfin, les katakana. Eux, ils sont un peu les spécialistes, appelés pour les mots qui viennent de l'étranger ou pour donner de l'emphase, un peu comme notre italique. Bon, parlons-en de ces fameux kanji. C'est souvent ça qui fait le plus peur. On entend parler de milliers, voire de dizaines de milliers de caractères. Et là, on se dit, c'est impossible. Par où est-ce qu'on peut bien commencer? Eh bien, la réponse est en fait beaucoup plus simple qu'on ne l'imagine. C'est vrai que le chiffre, plus de 10 000, ça donne le vertige. Mais le secret, le vrai truc, c'est de changer complètement sa façon de les regarder. Un kanji, ce n'est pas un dessin abstrait à mémoriser bêtement, non. C'est un rébus. C'est une petite énigme visuelle, une histoire en miniature qui ne demande qu'à être lue. Regardons un exemple concret. Ce kanji-là. Il se prononce An et il veut dire paix ou aussi bon marché. Si on le regarde de plus près, on peut le décomposer. On voit 2 parties. En haut, une sorte de toit ou de couronne, et en dessous, le symbole de la femme. Et là, d'un coup, on commence à voir une logique se dessiner. Et c'est là qu'intervient la magie des moyens mnémotechniques. On peut se créer une petite histoire. Acheter une couronne à une femme, ce n'est pas bon marché, mais ça apporte la paix. Et voilà, d'un coup, le symbole abstrait devient une image vivante dans la tête. Ce n'est plus du par cœur, c'est une histoire qu'on se raconte. Et ça reste. Mais attention, le japonais est une langue pleine de subtilités et de surprises. Par exemple, ce kanji, Inu. Au début, on l'apprend tous de la même façon. Inu, c'est chiant. Simple, basique. Sauf que, selon le contexte, ce même caractère peut prendre un tout autre sens et vouloir dire espion, mouchard. C'est fascinant, non? Ça montre à quel point le contexte est absolument crucial en japonais. Un seul et même mot peut nous faire passer de l'image d'un animal de compagnon fidèle à celle d'un agent secret qui rôde dans l'ombre. Tout est une question de situation. Ok, donc on a nos briques, les kanji et les autres écritures. Maintenant, il nous faut le ciment pour que tout ça tienne ensemble et que ça forme de vraies phrases. Et ce ciment, bien sûr, c'est la grammaire. Et en grammaire japonaise, les détails sont essentiels. Regardez ça, on a aida et aidani. Ça se ressemble énormément, mais l'ajout de cette toute petite particule ni change complètement le sens. Avec aida tout seul, on parle d'une action qui dure pendant toute la durée d'une autre. Alors qu'avec aidani, on parle d'une action plus courte qui a lieu à un moment précis à l'intérieur de cette durée. Prenons un exemple pour que ce soit bien clair. Ici, avec Ada, la phrase nous dit qu'il a plu pendant toute la sortie à vélo. Imaginez la scène. Du moment où on monte sur le vélo jusqu'au moment où on en descend, la pluie n'a pas arrêté de tomber. L'action pleuvoir recouvre entièrement l'action faire du vélo. Maintenant, regardez la différence avec aidani. J'ai mémorisé 200 kanji pendant les vacances. Ici, l'idée n'est pas qu'on a passé chaque seconde des vacances 24 heures sur 24 à apprendre des kanji. Non, ça veut dire qu'au cours des vacances, il y a eu ce moment où l'action d'apprendre les 200 kanji a eu lieu. C'est un événement ponctuel dans une période plus longue. Bon, on a les mots, on a les règles de grammaire, on a les ingrédients. Mais la cuisine, la vraie magie, c'est quand on assemble tout ça pour créer quelque chose de savoureux, quelque chose qui a du goût, qui sonne juste. Et pour ça, rien de tel que de s'attaquer au dialogue. Quand on débute, c'est un piège classique. On construit des dialogues qui sont, disons, un peu mécaniques. Jetez un œil à cet exemple.
Su a dit, Hanako a dit, Su a dit. Grammaticalement, c'est parfait, mais avouons-le, c'est un peu plat, un peu répétitif. On dirait un rapport de police plus qu'une conversation. La question est donc, comment on fait pour passer de ça, ce dialogue un peu terne, à une scène qui pétille, une scène qui a de la vie? Eh bien, il y a plein de techniques, et ce sont souvent les mêmes qu'en écriture créative, peu importe la langue. L'idée de base, c'est de montrer au lieu de simplement dire. Plutôt que de répéter « a dit », pourquoi ne pas décrire une action que fait le personnage en parlant, ou utiliser un verbe plus évocateur comme murmurer, s'exclamer, répondre. On peut même parfois enlever complètement l'indication de qui parle, si le contexte est clair. Et regardez la transformation. C'est le jour et la nuit. D'un coup, on ne nous dit plus que Su a froid, on la voit grelotter en le disant. Hanako ne se contente pas de répondre, elle hoche la tête. Avec quelques petits ajustements, la scène s'anime, elle prend corps, elle devient visuelle. C'est beaucoup plus réaliste. Alors, au terme de ce petit voyage au cœur de la langue japonaise, qu'est-ce qu'on doit garder en tête pour démarrer son propre parcours ? Le plus important, vraiment, c'est un changement de perspective. Il faut arrêter de voir le japonais comme une montagne immense et infranchissable. C'est bien plus un jeu de construction, un jeu de Lego géant. Chaque élément, un kanji, une particule, une règle de grammaire, est une brique. Et on construit son savoir, brique par brique, à son propre rythme. Entre les sonorités des hiragana, les petites histoires cachées dans chaque kanji, et les puzzles de la grammaire, apprendre le japonais, c'est un processus créatif. La seule question qui reste, c'est: par quelle brique va-t-on commencer à construire ?